Salut tout le monde, salut, c'est Biscotine, salut Rav N6901, Tazwoman Bijour, l'Auvergnat Relou, bonjour à toi aussi, salut Tavman, Déclanter, salut, hello à 6ARH également, salut Flory, salut Hermitil, salut Tube42, oh là là, quelle avalanche de bonjour et de salutations, ça fait bien plaisir. Comment vous allez, comment ça va en régie? Et je dis ça en même temps, mais non, les pauvres. Ils ne pourront pas répondre car en fait le micro est réservé à l'invité qui arrivera tout à l'heure. Je l'ai là à côté de moi. L'invité est en régie bien sûr avec Raphaël et Sylvain qui vous saluent, hein, je tiens à le préciser. Ils vous font des grands coucous là. Vous les voyez pas mais ils sont bien contents de vous retrouver pour cette émission de Party Time. Vous êtes bien sur Acropolis. On est ensemble pour 1 heure et demie. Et l'invité, mais oui, Rav, je vais donner le nom de l'invité, je vais me dire qui c'est, puisque je vais vous donner le sommaire pas plus tard que maintenant. D'abord, premièrement, je vais vous parler rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais des premiers de la classe pour les élections européennes, c'est-à-dire qu'on a déjà deux partis qui ont bien avancé dans leur liste, et que bon, l'élection est dans un an, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un tour, et ce sera le 26 mai 2019, donc vous pouvez déjà noter dans vos agendas. Ensuite, on fera un tour d'horizon du nombre d'adhérents dans les différents partis politiques, parce que il y a un parti En Marche qui a claironné un chiffre rond d'adhérents, donc ça m'a donné envie de m'y intéresser. Et enfin, je parlerai des Républicains au sujet de la constitution de leur ancrage local et de la concurrence entre Wauquiez et Pécresse. Et pourquoi c'est important qu'on parle des Républicains? Parce qu'en fait, donc l'invité est un militant Les Républicains, il s'appelle Cédric et il sera là dans une petite heure pour répondre à mes questions, mais surtout à vos questions. Donc notez-les dans un coin de votre tête, gardez-les. Dans 1 heure, vous pourrez poser vos questions à Cédric sur sa vie de militant Les Républicains et même peut-être sa vie perso, je sais pas si c'est lié. Et donc n'hésitez pas à préparer vos questions pour Cédric tout à l'heure. Alors, avant de commencer, maintenant que je vous ai bien alléché pour la suite, je voulais quand même juste revenir sur l'Espagne parce que la semaine dernière, on avait parlé de Barcelone avec Manuel Valls et donc j'avais parlé des partis politiques espagnols et j'avais dit que Mariano Rajoy était en difficulté et pouvait perdre les élections qui allaient peut-être arriver bientôt. Et bien en fait, le lendemain, donc, une motion de censure, c'est-à-dire quand une majorité de députés vote la fin de la confiance en fait dans le gouvernement. Donc cette motion de censure a été votée par une majorité de députés, 180 contre 169, et donc une majorité s'est bâtie avec le Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, qui n'a pourtant que 77 députés sur les 350 de l'Assemblée Nationale, enfin ça s'appelle pas comme ça, mais de la Chambre des députés espagnole. Donc on a un socialiste, Pedro Sanchez, qui est maintenant Premier ministre, ou alors Presidente del Gobierno, comme on dit à Madrid. Et donc on a une majorité composée de députés socialistes. En fait le groupe est plus gros parce qu'il y a aussi des députés catalans avec, donc 85 députés, avec un soutien sans participation de Podemos, des nationalistes catalans et basques, et une quinzaine de non-inscrits. Voilà, et donc Pedro Sanchez, et pas Pedro Sanchez, merci pour mon accent, Hannibal 01, a prêté serment sans Bible ni crucifix. D'ailleurs, c'est une première en Espagne, hein. Même les socialistes précédents avaient gardé la Bible et le crucifix alors que c'est pas obligatoire. Et son gouvernement est composé de 11 femmes pour 6 hommes, donc c'est la parité plus plus plus. Et il est même assez pro-européen, et ça fait même, on pourrait dire que ça fait pendant avec le dernier, enfin la nouvelle majorité italienne qui est plus masculine et beaucoup moins pro-européenne. Donc on a deux pays du Sud qui ont changé récemment de majorité et de gouvernement et qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Voilà, comme ça vous êtes à jour sur l'Espagne et on ne pourra pas dire que je ne fais pas de droit de suite sur les sujets que je fais. Alors là j'ai complètement oublié un truc que je voulais faire. T'as mis le PSO, ça c'est bien, merci la régie. Merci la régie. Alors Gutix, oui, 84 députés, pas 77. En fait, il faut... C'est-à-dire que le groupe socialiste, la Chambre des députés espagnols, dont le nom exact m'échappe en fait, euh, il y a 77 députés socialistes, mais du PSOE, mais le groupe en comporte 84 ou 85 parce qu'en fait, il faut ajouter là les députés socialistes catalans qui sont pas exactement du même parti. Voilà. Merci Raven, je dirai donc Raven la prochaine fois.
Et cher Nibal, pourquoi ne voit-on pas la régie? Tout simplement parce que la régie aujourd'hui n'a pas la parole. Le micro de Sylvain est à côté de moi. Et en fait, il sera pour l'invité, Cédric, donc militant Les Républicains, qui sera là à 15h30, si je ne me trompe pas. Voilà, alors en fait j'ai complètement oublié, j'avais prévu un truc avant même le sommaire et je suis embêté là, parce que en fait je voulais juste parler d'un truc qui m'a énervé cette semaine, parce que vous avez dû remarquer, attention Régie l'image, hein, vous avez remarqué que j'ai des côtés un peu nerds, hein, et que j'ai remarqué, enfin j'ai lu comme beaucoup que hier l'actrice Kelly Marie Tran qui joue le rôle de Rose dans Les Derniers Jedi, donc le dernier Star Wars de la nouvelle trilogie, a fermé son compte Instagram à cause d'un flot d'insultes racistes et misogynes qu'elle subissait de la part de soi-disant fans en fait. Hop, hop, j'ai perdu le retour. Ah, c'est bon. Merci. Donc bon, qu'on aime ou pas les derniers Jedi, c'est une chose, hein, mais qu'on en fasse le reproche à une actrice et qu'en plus on aille l'insulter, à mon avis, c'est hors sujet et c'est inacceptable. Et donc j'avais juste envie d'en parler rapidement parce que en fait, moi personnellement j'en ai marre des fanbases toxiques qui pourrissent en fait la vie de tout le monde, hein, y compris enfin, le public et surtout en fait les femmes qui participent à ce genre de franchise, hein, quelle que soit la franchise. Et je pense pas que Kelly Marie Tran nous regarde, mais je voulais juste comme ça qu'elle sache que j'étais et qu'on était sûrement même dans le chat de tout cœur avec elle et qu'on la soutenait. Voilà, et c'était la photo là avec Marc Hamill qui l'a tweeté lui-même en soutien à Kelly Marie Tran, la rose des derniers Jedi. Voilà. Et bah, on va pouvoir commencer à parler politique. Et avant tout, merci à Pigeon Roux pour ces 2 mois d'abonnement. Merci beaucoup Pigeon Roux, ça fait plaisir. Et j'en profite pour remercier aussi un certain Potato Greypars qui s'est inscrit il y a 18 heures. Alors, j'ai un faux contact dans mon micro. Ah, je sais pas comment... Allez. Ah oui, je l'entends. Comment je fais? Je remets. Voilà, hop. C'est mieux? C'est mieux la régie? On verra. Ok, on verra. Bonjour Fanny, mais si Fanny, j'ai fait une remarque sur le... J'ai parlé trop vite peut-être, hein, mais j'ai fait une remarque sur le nombre de femmes dans le gouvernement espagnol, puisque j'ai dit qu'il y en avait 11 femmes et 6 hommes, donc c'est la parité plus. Voilà, et bon, c'est quand même, pour un parti qu'on qualifie souvent de macho et qui a failli revenir sur le droit à l'avortement il y a 3 ans, c'est plutôt pas mal. Voilà. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, ça change, ça fait du bien. On verra s'ils arrivent après à faire quelque chose d'intéressant. Mais il se passe des choses intéressantes dans la péninsule ibérique, hein, puisque même le Portugal a un gouvernement de coalition de gauche intéressant à suivre. Donc tout comme en Espagne maintenant. Alors, la voix de Sylvain me manque en fait. Il faut que je vous le dise. Je lui ai dit tout à l'heure, mais il faut que je vous le dise. Donc, comme j'ai dit, on va parler rapidement en fait des premiers partis qui sont prêts ou presque prêts pour les élections européennes. Et donc en fait là on a eu récemment cette semaine le PC qui a annoncé non pas sa tête de liste mais plus précisément son chef de file. Je vous expliquerai pourquoi plus tard cette distinction de vocabulaire a son importance. Un certain Yann Brossa qui, si vous êtes parisien, ne vous est pas inconnu, mais pour l'immense majorité des non-parisiens, je rappelle donc qu'il est adjoint au maire, enfin adjoint à la maire de Paris, délégué au logement. Et donc il a été désigné par son parti chef de file de la liste communiste aux élections européennes de mai prochain. Alors pourquoi chef de file et pas tête de liste? Tout simplement parce qu'en fait il précise chef de file et oh merci Danone Wymouse pour ton don de 5 € et yo à toi aussi. Ça fait bien plaisir. Salut à Zurich. Et donc chef de file en fait au lieu de tête de liste ça veut dire que simplement il sera en tête d'une liste de noms communistes, mais ça ne veut pas dire que le PC va déposer sa propre liste. En fait Pierre Laurent, donc le secrétaire du PCF, a précisé dans une interview aux Parisiens que le parti communiste restait ouvert à des alliances un peu avec qui voulait bien, hein, c'est-à-dire ça va du PS à Génération en passant par EELV et que donc ils étaient ouverts et ils étaient prêts à discuter. Donc, parce qu'aujourd'hui, dans les sondages, ils sont crédités de 1 à 3% des intentions de vote, ce qui leur garantit 0 élu. Mais le parti peut aussi décider d'y aller tout seul.
pour certes se viander aux européennes, mais en fait faire campagne quand même pendant quelques semaines et quelques mois, et tout simplement préparer les municipales qui auront lieu l'année suivante, donc en 2020. Alors, au exercice, il n'y a qu'une liste nationale par parti pour les élections européennes. Je ne comprends pas très bien ta question. Il y aura des listes qui seront hors parti. Il y aura des listes qui seront avec plusieurs partis, en fait, qui seront des coalitions de partis. C'est-à-dire que peut-être que le PS sera avec quelqu'un d'autre, que les Verts seront avec quelqu'un d'autre, peut-être que LR sera avec l'UDI, ou voilà, des choses comme ça. Euh, donc en fait, chaque parti et alors on me dit, Florie me dit dit dans le chat, et aussi la régie me précise que est-ce que c'est national et pas par circonscription? Et effectivement, c'est une liste nationale désormais, donc il n'y a plus ce qu'on appelle des euro-régions ou euro-circonscriptions, et que donc maintenant la liste c'est sur toute la France. Contrairement à ce qu'on a eu pour les 3 dernières élections européennes, où il y avait des méga circonscriptions qui réunissaient plusieurs régions, et en fait on votait pour des listes par région. Il y a seule l'Île-de-France en fait n'était pas accolée à une autre région. Ouais, donc on verra ce que le PC fait. Alors ils sont quand même aujourd'hui dans une très mauvaise passe, hein, donc je ne sais pas très bien moi ce qu'ils peuvent faire, avec qui ils peuvent s'allier, est-ce qu'ils vont s'allier à d'autres partis en très mauvaise position également avec des scores. C'est- Il y a un câble qui est tombé en fait, je vous explique. Hors champ, un câble est tombé et Sylvain me dit que c'est pas grave, ce câble n'a aucune importance. Donc si l'image se coupe, on saura que ce câble avait une importance. Et vous pourrez blâmer Sylvain qui m'a dit que c'était pas grave. Donc on verra si le PC va au bout et fait une liste tout seul, ou alors arrive à fédérer une coalition autour de lui, ou rejoindre une coalition. Tout va dépendre de ce qui se passe à gauche en fait. Tube 42, c'était qu'en France qu'on votait par région ou c'est un système pour tout le monde? Non, alors en fait chaque pays décide, la majorité des pays a fait une liste nationale, mais il y a d'autres pays, et de mémoire la Pologne en fait partie, qui ont découpé leur pays en plusieurs circonscriptions. Par contre c'est toujours un vote de liste, hein, c'est jamais par des sièges comme aux élections législatives en France. Et ben merci Nibal pour ton don de 5 euros. Hasta la Victoria Siempre aussi, merci de m'aider à pratiquer mon accent espagnol, ça fait toujours plaisir. Alors, oh, Gultix s'y connaît, donc il y avait l'Italie aussi, la Pologne et le Royaume-Uni. Et ben voilà, donc bah, la France c'est fini. Le Royaume-Uni bah, n'est plus en Europe, hein, l'année prochaine ils n'auront pas d'élection européenne. Et donc il nous restera l'Italie et la Pologne, et donc l'Irlande. Et ben écoute, merci Gultix pour ces précisions très utiles. Alors un autre parti qui est aussi, alors là, est carrément déjà quasiment prêt, en fait ils ont 70 noms. C'est la France Insoumise, ils se sont pris tôt, hein, la plupart des partis en fait ne donneront pas de liste avant janvier je pense, on peut raisonnablement le prévoir. Et par contre la France Insoumise a fait un comité électoral les 2 et 3 juin, et ils en sont sortis avec une liste de 70 noms, tout simplement. Donc pas de démocratie interne, pas de choix militant, pas de vote. Je sais pas très bien si cette liste, si elle va être soumise à un vote par internet, hein, comme par exemple l'avait été le choix de Mélenchon, enfin, qui Mélenchon devait soutenir entre les 2 tours de la présidentielle, hein, ça avait été voté par les adhérents. Là, je ne sais pas si cette liste va être soumise. Pour l'instant, elle n'est pas dans l'ordre, donc on ne connaît pas la tête de liste. Par contre, on a pu voir les noms, et donc voir qu'il y avait aussi des gens connus, hein, donc j'en ai trouvé quelques-uns. Alors, on sait que donc Thomas Guénolé, hein, qui est chroniqueur et éditorialiste beaucoup sur le média, sera candidat. Il y a Sergio Coronado, qui était un ancien de chez EELV et également ancien député des Français de l'étranger pour l'Amérique latine. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est quelqu'un d'important chez la France Insoumise, hein, il s'appelle George Kuzmanovic. C'est le conseiller de Mélenchon sur les questions internationales, qui est quelqu'un de plutôt pro-Poutine par ailleurs. Enfin, c'est pas une opinion, hein, c'est un fait, hein, vous allez chercher ces tribunes, c'est assez net. Et aussi un ancien socialiste, économiste, qui s'appelle Liam Hangnok, et qui avait quitté le PS il y a 2 ans pour rejoindre la France Insoumise. Et voilà, c'est les noms connus. Et oh, nous avons un Jean Massier qui vient de renouveler son sub pour le 5e mois consécutif. Bonjour Jean! Ça fait plaisir de savoir que tu nous regardes, que tu as le temps surtout. Euh, J'aime bien cette chaîne, merci Jean, ça fait plaisir.
on travaille dur pour plaire au public et en espérant que tu renouvelleras ton abonnement et tu sais que tu peux passer par Twitch Prime aussi et faire des dons, c'est important les dons aussi. Apparemment il y a le nom de Obama qui circule sur la liste, mais je l'ai pas vu, c'était une blague en fait, ce nom a été glissé sur la liste. Ah, il y a un Boris Obama. D'accord, non, mais c'est tellement gros que je l'ai pas vu en fait. C'est une grosse prise pour la France Insoumise. Boris Obama, pardon, qui est un homme qui vient de Côte d'Or et qui donc sera candidat sur la liste des européennes pour la France Insoumise. Alors, je sais plus qui moquait le fait qu'il n'y ait pas de vote à la France Insoumise. Alors, si, un petit peu hein, quand même. Donc, comme je le disais, il y a eu les militants s'étaient exprimés pour savoir quelle serait la position de Jean-Luc Mélenchon entre les deux tours, pour savoir s'il appellerait à voter euh, pour Emmanuel Macron ou s'il allait appeler à l'abstention ou s'il ne disait rien. Bon, le soutien à Marine Le Pen n'était pas envisagé, c'est assez logique. Et donc ça a été un vote en ligne. Et donc oui, ça vote quand Mélenchon veut bien, merci de préciser Hermitil. Voilà, je sais pas après moi comment ça se passe exactement à l'intérieur de la France Insoumise, et s'il y a un conclave, comment ça se décide, qui prend la décision. Et, en- Voilà, alors, donc ici, là, ils font un score entre 10 et 15%, comme c'est à peu près ce qui est dit dans les sondages actuellement, mais bon, on est à un an de l'élection, les sondages sont à prendre avec d'immenses pincettes, n'est-ce pas? La France Insoumise peut espérer une douzaine de députés de manière raisonnable, ce qui est tout à fait enfin, très convenable pour un parti d'avoir une douzaine de députés. Tout dépendra du score et du score des autres aussi à côté. Qui me demandait s'ils allaient profiter de la proportionnelle, bah, comme tout le monde, hein, je ne sais plus qui a posé cette question, mais bien sûr, hein, comme tout le monde, ils profiteront de la proportionnelle, puisque s'ils font 10%, ils auront à peu près 10% des élus, et s'ils font 15%, ils auront à peu près 15% des élus. Même si on a toujours un peu plus que le pourcentage, puisque comme je l'expliquais régulièrement en fait sur cette chaîne dans la proportionnelle, en fait vous avez un peu plus, vous avez des voix perdues par les partis qui font pas assez pour avoir des élus, et ces voix sont redistribuées en fait selon la règle qui s'appelle la règle d'Hondt. Donc vous allez voir sur Wikipédia pour comprendre en fait comment ça fonctionne, et c'est ainsi qu'on après on distribue les sièges en fonction du nombre de voix. Et non, alors il n'y a aucune chance que le Parti communiste fasse une alliance avec la France Insoumise. Le fait qu'il y ait Brossa comme chef de file montre bien que c'est pas du tout la voie qui va être retenue, et je pense, après je peux me tromper, mais que le divorce entre la France Insoumise et le PCF est bel et bien consommé, et que là le PC va partir sur son propre chemin. Je ne sais pas de quoi il sera fait, mais en tout cas, il n'est plus avec la France Insoumise. Par ailleurs, la France Insoumise continue en fait de tracer le sillon, non pas de l'alliance des gauches, puisqu'ils refusent en fait de faire des alliances d'appareils étiquetées de gauche. Hein. Là, maintenant, c'est de construire une base populaire, le peuple, uniquement via un seul véhicule qui s'appelle la France Insoumise, avec la figure de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc ça c'est je pense sans trop me tromper, pouvoir dire sans trop me tromper que la France Insoumise partira seule, et que si on rejoint la France Insoumise, eh bien ce n'est pas une alliance, c'est juste qu'on la rejoint, quoi, tout simplement. Il n'y aura pas de fusion de liste en fait. Donc on verra bien ce qui se passe entre les partis de gauche qui restent, hein, et qui sont à des scores assez, enfin en tout cas des prévisions assez faiblardes, hein, c'est-à-dire ELV, le PS, le PCF et Génération, pour parler de ce qu'on va appeler la gauche de gouvernement. Et est-ce qu'ils arriveront à faire quelque chose à 4? Est-ce qu'il y en a deux qui vont pouvoir se mettre ensemble, et quelle sera ensuite leur dynamique de score? Parce qu'en politique, 1 plus 1, ça fait pas toujours 2. Des fois, vous avez 1 plus 1, vous vous mettez ensemble, et en fait, vous faites 1,5, voire 0,8. Hein, c'est comme ça que ça marche, c'est pas automatique. Et ce serait sinon beaucoup trop simple. Voilà pour les européennes, hein, ça suffit maintenant, parce que pour l'instant, sinon, ce n'est que de la tambouille interne dans les différents partis. Hein. Bien sûr qu'à un an des élections, tout le monde y pense. Mais y penser beaucoup, en parler jamais. Je ne sais plus de qui est cette phrase, mais je suis sûr que Sylvain pourra me le dire. Je crois que c'était Chirac ou quelqu'un du RPR à propos justement de l'élection présidentielle, par contre. Et
Et donc aujourd'hui, bien sûr, les états-majors des partis sont sur la constitution des listes et des programmes aux européennes. Mais pour l'instant, la machine ne sera vraiment lancée que en septembre à la rentrée et surtout en janvier de 2019. C'était Gambetta, merci Sylvain. Bah dis donc, ça remonte vachement loin en fait. Chirac, non, non, un siècle avant en fait. Ok, donc c'est. Et tu confirmes, Sylvain, c'est bien y penser tout le temps, en parler jamais, quelque chose comme ça? C'était au sujet de. Oh mon Dieu. Bon, alors c'était pas du tout la présidentielle, c'était carrément au sujet de l'Alsace-Lorraine, hein, dont la France s'est retrouvée amputée par la défaite de 1870. Et donc, il fallait y penser toujours, n'en parler jamais. C'était le traumatisme de la Troisième République. Voilà, voilà. Salut Kylian, tu es là? Et ben nous aussi, on est là. Ça fait plaisir de te voir devant ton écran et surtout sur le chat. Alors, il y avait tout un tas de discussions sur ELV Génération. Effectivement, là, ils ont un petit différent en fait avec de l'argent, 200 000 euros, je crois, qui n'a pas été rendu en fait à ELV. Enfin, rendu, en tout cas, il y avait un deal financier avec Hamon quand Yannick Jadot et donc ELV a rejoint la candidature de Benoît Hamon à l'époque socialiste. Le PS devait rembourser en fait les Verts des frais. Je crois que c'était la primaire, tout simplement la primaire des Verts, ou les frais déjà engagés en fait. Bah, le problème c'est que Hamon ayant quitté le PS après la présidentielle, eh bien je crois que le Parti socialiste ne s'est pas senti engagé par cette promesse de Benoît Hamon, et qui n'a pas les moyens financiers via Génération de satisfaire à cette promesse financière. Donc eh bien il y a un différend de 200 000 euros entre Benoît Hamon et ELV et le PS. Est-ce que l'éponge pourrait être passée sur l'ardoise pour une éventuelle fusion plus tard? Je ne sais pas, parce que bon, quand même, l'argent en politique, bah, c'est important. Et on verra si ça peut passer sur autre chose. Ah ok, Kylian, tu faisais référence non pas à Acropolis, mais au fait que c'était l'Alsace. Merci, je ne connais pas. Faudrait que vous ayez un drapeau de votre région ou votre numéro de département en fait dans vos pseudos, hein, comme ça, comme les plaques d'immatriculation, je pourrais savoir un peu plus vite d'où vous parlez, quoi, tout simplement. Hein. Je sais pas, moi je mettrais Adsom 75 et puis on saurait, quoi, voilà. Hein. Alors, Acropolis 21, mon Dieu, c'est quoi? C'est la Côte d'Or, ça? C'est la Côte d'Or. Ouais, il y a que les départements que je connais quand même. Destiquel 92. Quelqu'un des Hauts-de-Seine. Bien, l'Ouest. Bah oui, Perceval 44, la Loire-Atlantique, la Bretagne. Non, non, mais ça se fait. Mais bon, c'est très années 90 quand même. C'est très années 90. On va passer aux chiffres, les chiffres qui fâchent. Les chiffres qui fâchent, donc les chiffres d'adhérents des partis, puisque l'argent c'est important, mais les adhérents c'est important aussi. Et ah non, alors je parlais pas de Vauquier. Alors Fanny, j'ai vu ce matin que Vauquier était allé à Mossoul et à Erbil. Donc j'ai un peu halluciné parce que je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et pardon, j'en parlerai pas là aujourd'hui. Enfin donc là on en parle, hein, mais j'ai pas prévu d'en parler. Voilà, vous voyez Vauquier. Voilà, je fais les deux bras comme ça. Ah, putain, je me trompe à chaque fois. Je sais pas faire la météo encore. Oui donc Laurent Vauquier, mais là c'est une photo qui a quelques années déjà. Hein, c'est celle sur Wikimedia. Et et donc là, oui, il est allé carrément au Kurdistan irakien, à Mossoul et à Erbil. Alors je ne sais plus si Mossoul est bel et bien encore dans le Kurdistan irakien, parce que les frontières sont assez mouvantes encore entre ce que pouvoir central irakien accepte ou non du Kurdistan irakien. Parce que, par contre, Erbil, ça j'en suis sûr, et il est là-bas pour soutenir les Kurdes irakiens face à Daesh. Bon, alors je pense que ça fait un peu tard là pour les soutenir, parce que bon, Daesh militairement c'est fini. Mais bon, écoute, tant mieux pour les Kurdes, hein, ça leur fait un soutien de plus, mais bon, je sais pas très bien en tant que président de la région Rhône-Alpes-Auvergne ce qu'il allait faire là-bas. On en saura peut-être plus à son retour. Euh, voilà, on verra. Mais je parlerai plus tard donc de Laurent Wauquiez puisque je reviendrai sur les Républicains à la fin de l'heure dans une trentaine de minutes maintenant. Alors, attention, ça va piquer les yeux parce que La République En Marche a atteint le chiffre symbolique de 400 000 adhérents. Alors, attention. Ah, merci Fanny. Donc, il est allé à la rencontre des chrétiens d'Orient. D'accord. Ah, grossis le gif là. Vas-y, vas-y. Plus gros là. Faut que ça pète. Faut que ça pète. Voilà. Oh, bah oui. Et oui, donc, les marcheurs sont désormais 400 000, je cite, hein, partout en France et à travers le monde. Hein, et donc, en fait, ce sont
400 000 personnes, alors En Marche, hein, les adhérents, ce ne sont pas forcément des gens qui payent une cotisation, hein. Oui, ça pique Fanny, je suis d'accord. Ce sont avant tout justement des gens qui ont mis leur adresse mail, en fait, qui reçoivent simplement la newsletter de En Marche. Ça n'a rien à voir avec d'autres partis où il faut payer une cotisation pour pouvoir se prétendre adhérent. Donc vous mettez votre adresse mail en fait vous le donnez votre adresse mail à En Marche, hein, et vous êtes considéré comme adhérent, alors que pour la plupart des partis qu'on va qualifier de classiques, ça n'est pas considéré comme une adhésion, mais juste comme quelqu'un qui souhaite s'informer au parti. C'est-à-dire qu'à ce compte-là, moi je suis également adhérent Les Républicains, puisque je reçois la newsletter des Républicains régulièrement dans ma boîte aux lettres, et elle est plutôt bien fichue, hein, je tiens à le dire. Euh, Mieux que celles d'autres partis, en tout cas, mais je ne dirai de mal de personne aujourd'hui. Voilà, et donc c'est aussi l'occasion pour Christophe Castaner qui signe ce message de rappeler l'existence des projets citoyens, des comités locaux qu'il nous invite bien sûr à rejoindre, hein. Et aussi alors un truc qui s'appelle les micro-learnings, hein, qui sont une espèce de mini-MOOC, hein. Les MOOC, ce sont des cours universitaires, des cours quoi, de la formation uniquement à distance. Et bien sûr, hein, il nous invite à prendre part aux élections. Alors, c'est un chiffre 400 000 à relativiser de manière très forte, hein, puisque en fait, nous avons 400 000 marcheurs officiellement, mais nous avons que 72 000 personnes qui ont voté pour les statuts du parti, puisqu'il y a eu un vote en ligne pour confirmer les statuts de La République En Marche, le parti, et que seulement 72 000 personnes ont participé à ce vote. Alors, c'est 72 000, se dit, c'est pas mal, hein, c'est plus que beaucoup d'autres partis ont en adhérents, hein. Je vais vous faire donner la liste du nombre d'adhérents selon les partis. Et d'autant que ces 400 000 personnes n'empêchent pas de faire des réunions publiques avec pas grand monde, hein, comme on peut le voir sur cet article. Et c'est là qu'on va voir la vitesse de la régie. Comme cet article qui était sur le Parisien, je crois, mais c'est plutôt aujourd'hui en France, puisque c'était dans le sud-est que notre ami Christophe Castaner est allé. Et vous verrez sur la photo bon bah hein, c'est dur, hein, mais bon, à la décharge de Christophe Castaner, faire des réunions publiques en journée, c'est pas facile. On va être honnête, vraiment, c'est pas simple. Et ben voilà, moi je cache Christophe, je me baisse comme ça, voilà. Vous voyez, donc il n'y a pas grand monde. Comme beaucoup de réunions de partis, c'est beaucoup de cheveux blancs aussi. Donc ça c'est un des défis des partis, c'est avoir des adhérents, mais aussi avoir des adhérents actifs, des adhérents jeunes et des adhérents qui s'engagent. Et en fait, de manière concomitante à ces 400 000, ils ont pu aussi parler de leur grande marche pour l'Europe qui s'est terminée en fait, et même sortir un bilan chiffré. Et donc là, c'était sur la page Facebook de Castaner, et ils ont des chiffres qui, ma foi, nous permettent de voir qu'il y a quand même des gens qui travaillent, enfin, qui militent à La République En Marche. Alors il y a eu des tas de... Oui, merci, vous, Tavman, on a enlevé le GIF, voilà, j'espère que tu es content. Alors Oufouin, 400 000, est-ce que c'est plus que tous les autres partis réunis? Pas du tout, hein. 400 000, c'est parmi les plus grands partis de France, hein, si on s'en tient à ce chiffre revendiqué. Mais par contre, non, c'est pas plus, parce que quand même, la plupart des partis revendiquent des dizaines de milliers d'adhérents, donc si on les additionne tous ensemble, on dépasse largement La République En Marche, et d'ailleurs, la France Insoumise dépasse aussi en adhérents revendiqués la République En Marche. Et sinon, oui, c'est totalement conforme au RGPD, hein, ces abonnements, puisque les gens qui s'inscrivent à la newsletter l'ont fait de leur plein gré. Enfin, j'espère, hein, mais en tout cas la plupart. C'est une liste qui est tenue depuis le début du parti et qui donc simplement sert à envoyer des mails tout simplement. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la copie d'écran? Voilà. Donc oui, ils disent avoir tapé à 230 000 portes et que 3 sur 4 ont ouvert et qu'ils ont pu remplir 80 000 questionnaires. Donc bon, honnêtement, je trouve que c'est plutôt pas mal pour avoir fait du porte-à-porte en tant que militant. C'est un chiffre que je qualifierais d'impressionnant. Mais bon, ça c'est mon avis de militant. Et donc au niveau quantitatif, voilà, on a ces chiffres, et au niveau qualitatif, ils ont ressorti que les principaux sujets qui importent aux Français au niveau européen, c'est la situation économique, la sécurité et la lutte contre le réchauffement climatique. On verra si ça se traduit, 1, dans le programme de En Marche pour l'Europe, et 2, dans la suite de la politique gouvernementale au niveau français. Sinon, ça sert à rien de faire des grandes marches comme ça et de prendre la vie de 80 000 personnes.
Voilà, alors Alcanoïde, 3 sur 4 ont ouvert, ça dit pas combien de refermer direct. C'est vrai, après, bon, quand même, une fois que la porte est ouverte, souvent, le dialogue s'enclenche. Les gens qui veulent parler, je te rassure, ils ne veulent simplement pas ouvrir et ils demandent aux gens de dégager. Hein, c'est du vécu, hein, c'est parfois poliment, parfois moins poliment, ça dépend de l'humeur de la personne. Alors donc, 400 000 est en marche, combien dans les autres parties? Alors j'ai pris les, comme on dit, les principaux partis, hein, c'est-à-dire que je n'ai pas pris les micro-partis qui n'ont pas d'adhérents. Et donc une liste. Donc ça, ma source, hein, c'est les chiffres de Wikipédia, parce qu'en fait, on peut de toute façon se fier que à ce que revendiquent les partis. C'est-à-dire que peu de partis sont transparents sur leurs adhérents, la plupart gonflent les chiffres, hein, on va être honnête. C'est-à-dire que c'est un peu comme les manifestations, vous avez les chiffres des organisateurs et les chiffres de la police. Et donc bah là en fait vous avez uniquement les chiffres des organisateurs. Pour les chiffres de la police, et bien en fait on les a avec 2 ans de retard puisque vous pouvez avoir accès aux comptes de partis après leur certification par ce qu'on appelle la CNCCFP, hein, qui est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, mais avec 2 ans de retard. Donc c'est un peu ballot là, on se retrouve avec des chiffres qui sont plus à jour. Hein. Ceux de 2016, c'est vraiment pas très intéressant. C'était même avant la présidentielle. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Donc il y a les chiffres revendiqués par les partis eux-mêmes qui sont tous sur Wikipédia, donc ça c'est pratique. Et après vous avez aussi les chiffres de la participation aux différents congrès et aux différents votes internes. Et ça c'est plus intéressant parce que ça donne quand même une idée de combien de personnes sont effectivement prêtes à participer. Parce que eh bien, les militants dans les partis, il y a plusieurs styles de militants. Vous avez le militant qui va adhérer, enfin donc, qui n'est pas militant finalement, qui adhère. Euh, et donc, vous avez donc il se contente de payer sa cotisation annuelle ou mensuelle, et vous avez des gens qui s'investissent après dans la vie du parti. Soit que simplement ils ont le militantisme et la cause chevillée au corps, ou alors aussi qu'ils ont des ambitions d'être élus ou d'avoir des responsabilités internes pour après faire tourner le parti. Tout simplement. Donc on a par exemple, donc je vais commencer par de la gauche vers la droite, hein, et puis comment compter... Ouh là là, il y a plein de questions, attendez. Tout. Raven, est-ce qu'on peut avoir les chiffres d'En Marche avant l'existence du mouvement? Non, puisque de toute façon, avant En Marche, il n'y avait rien, donc on n'a pas du tout de chiffres. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de connaître la courbe de progression, de revenir dessus et de voir quand il y a eu des pics d'inscription. Est-ce que les passages médias de Macron en 2016, à chaque fois, donnaient un petit coup de boost aux inscriptions à En Marche? Comment ça se passait, qui s'est inscrit aussi, et puis surtout, effectivement, combien de gens après se retrouvent actifs. Et le 72 000 participants au vote sur les statuts est à mon avis un bon indicateur pour avoir déjà une partie de gens investis en fait un peu plus dans le parti et savoir aussi combien de personnes ont effectivement participé à la grande marche pour l'Europe. On permettrait aussi d'avoir, mais ça on n'aura jamais ce chiffre bien sûr parce qu'il faudrait pouvoir compter à chaque groupe combien de gens ont participé, mais ça nous permettrait d'avoir un chiffre assez fidèle sur le nombre de militants donc prêts à participer et à mouiller la chemise en fait pour le parti La République En Marche. Et ça vaut dans tous les partis, hein. Vous avez les gens qui payent leurs cotisations, les gens investis dans la vie du parti, et puis un noyau dur de militants prêts à s'activer et être présents à beaucoup de réunions et à parfois sacrifier des week-ends pour taper des portes, distribuer des tracts, etc. etc. Alors Alcanoïde, oui, tu parles de la cartographie des portes frappées. Alors effectivement, on s'assure, si on choisit les quartiers, on s'assure des bonnes réponses. Maintenant, ce serait se tirer une balle dans le pied parce que ça veut dire que on a des résultats qui correspondent pas à ce qu'on cherche. Enfin, il vaut mieux avoir des résultats qui permettent de convaincre d'autres personnes que d'aller trouver les réponses qui font plaisir. Bon, ça c'est mon avis. Il faudrait savoir après ce qui a été décidé par La République En Marche. S'ils veulent par exemple privilégier les quartiers qui votent pour eux pour savoir ce qui va intéresser leur électorat, ou alors s'ils sont allés voir plutôt dans des quartiers où ils savent qu'ils auraient peut-être un électorat potentiellement intéressé par le fait de voter pour eux, et qui sont donc allés voir pour savoir ce qui intéresse ces gens-là, et donc gagner l'électorat. Tout dépend si tu veux mobiliser ta base ou étendre ta base. Voilà, donc dans le cas des européennes, je ne sais pas quel est le choix qu'ils ont fait, je ne suis pas une petite souris qui a pu se glisser dans les réunions de préparation de la Grande Marche pour l'Europe, et j'aurais pourtant tellement voulu. Voilà. Alors, sinon Alcanoïde, le problème justement entre les bâtiments, parfois tu as des problèmes d'accès aux boîtes aux lettres. Pour moi aussi l'avoir vécu, des fois tu peux boiter dans un bâtiment privé
parce que tu sonnes et les gens t'ouvrent, ou que tu arrives à attraper quelqu'un. Ou sinon, eh bien, et puis parfois les bâtiments HLM sont parfois mieux protégés que des bâtiments privés et en fait tu n'y as pas accès. C'est plus compliqué. Ou tu as un gardien qui te fiche dehors parce qu'il estime que tu es comme sur les, comme si tu venais faire du démarchage commercial, ce qui est interdit, et en quel cas, eh bien, tu te retrouves viré par le gardien ou la gardienne qui se retrouve, enfin, qui est averti par un locataire ou un propriétaire ou qui t'a vu passer et qui donc estime que tu n'as pas le droit d'être là. Voilà, donc ça, c'est pas forcément une histoire de HLM ou pas, mais bon, Alcanoïde, ok, ton HLM est en libre accès. Peut-être que les marcheurs du coin se sont dit que ce n'était pas la peine d'aller communiquer auprès de ta cage d'escalier. Et c'est bien dommage parce que peut-être que des gens, même en HLM, pourraient être intéressés parce que tu es en HLM, tout simplement. Pardon, j'ai été dérangé par un petit message qui est apparu. Un message de soutien de Sylvain qui dit que c'est très bien aujourd'hui. Alors, pour commencer sur les parties, on a Hello qui revendique 8000 adhérents, le NPA qui revendique seulement 2000. Merci Acropolis. Je sais pas qui c'est Acropolis, mais super, merci. LFI, donc, qui revendique 550 000 inscrits sur leur plateforme. Donc là aussi, c'est le même système en fait que la réplique en marche, hein. Vous vous inscrivez sur la plateforme de la France Insoumise et vous êtes considéré comme adhérent, ce qui explique leur demi-million d'inscrits, un chiffre qu'on va qualifier de colossal, hein, qui est simplement en fait à l'égal des partis allemands qui sont parmi, en tout cas en Europe, les plus fournis en adhérents. Le PC donc revendique lui 55 000 adhérents. Donc là aussi le chiffre sera à mettre en relation avec ce qu'on aura comme votant à leur prochain congrès qui aura lieu fin novembre. Génération, donc il n'est pas encore à proprement parler un parti constitué, donc ils vont avoir leur fondation fin juin, je crois, en tout cas à la rentrée. Eux, ils revendiquent 50 000 inscrits à leur plateforme. ELV, donc 4600 inscrits. Alors, je ne veux pas parler pour mon ancien parti, mais je crois que c'est le seul parti qui communique de manière assez transparente sur son nombre d'adhérents, hein, de sources sûres, hein, puisque j'avais accès moi aussi aux fichiers. Ce qu'on communiquait à la presse quand j'y étais était raccord avec les chiffres des vrais adhérents. On ne mettait pas, enfin en tout cas c'est le seul parti, je peux le dire avec certitude, ne mélange pas les adhérents à jour avec les adhérents pas à jour, ce qui est une petite subtilité qui est souvent utilisée, c'est-à-dire vous communiquez sur les adhésions de 2 années en fait, ce qui vous permet de gonfler vos chiffres sans trop mentir et simplement vous avez 20 000 sur une année, vous en avez 15 000 qui n'ont pas encore mis à jour, et ben vous dites 35 000. Ça vous fait le adhérent, et puis les gens ils peuvent se mettre à jour au fur et à mesure de l'année, quoi. Vous avez donc 4600 pour LV, 42 000 pour le Parti Socialiste, donc ça c'est le chiffre revendiqué, qui est extrêmement bas, hein, parce qu'il y a quelques années encore, revendiqué plus de 150 000 adhérents, et même que Jean-Christophe Cambadélis avait parlé d'un parti à, je ne sais plus, 250 000 adhérents, ou 400 000, enfin il avait mis un très très fort, un objectif très très haut pour recréer un parti de masse avec le Parti Socialiste, donc on peut dire que c'est l'échec. 42 000 revendiqués et 37 000 votants au dernier congrès qui a vu l'élection de Olivier Faure. Bon, la République en marche, 400 000 marcheurs, hein. Le Modem, 12 000. Est-ce que c'est fiable? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas où ils sont, par contre, ces adhérents du Modem. je peux le dire, Sylvain? Non, c'est pas fiable. Bon, ok. Donc, 12 000 chiffres pas fiables, hein. Je ne sais pas quand il y a un prochain congrès au Modem, si on aura des chiffres un peu sur leurs votants, leurs participants. L'UDI revendique 20 000. Je pense que ce chiffre, trop rond pour être honnête, n'est pas très fiable non plus. Pour les Républicains, nous avons 234 000 adhérents revendiqués, mais seulement 99 000 votes à leur dernier congrès, hein. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Debout la France, lui aussi revendique 20 000 adhérents. Ça me paraît beaucoup, mais pourquoi pas, mais quand même c'est beaucoup. Alors Armitil, tu nous dis que 55 000 adhérents, c'est ceux à jour, avec non à jour c'est 70 000. D'accord, eh ben, écoute, c'est bien, le PC est encore un parti qui a beaucoup d'adhérents. Eh ben, écoute, bravo pour le PC, hein, c'est un parti de fidèles. Mais bon, c'est vrai que ça a été un parti qui partait de très très haut.
Alors l'UPR, on va quand même en parler, hein. Vous connaissez l'UPR? Comme c'est un parti qui a fait de... J'ai voulu en parler parce que c'est un parti qui fait de son nombre d'adhérents un véritable axe de sa communication, hein, puisque c'est un parti qui monte malgré le silence des médias. Ils en revendiquent, attention, prenez vos stylos, c'est précis, 31 451, chiffre d'hier, hein, ça a pu augmenter puisqu'ils disent qu'ils revendiquent, enfin qu'ils donnent leur chiffre d'adhérents au jour le jour, hein. Censé être ceux à jour, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai là aussi, hein, puisque bon, on n'a pas moyen de vérifier. Le Front National revendique 51 000 adhérents, et les Patriotes, qui est le parti qui a été fondé par Florian Philippot, revendique 7 000 adhérents. Bon, ça me paraît beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Il a quand même pu emporter du monde avec lui. Alors, Sylvain me rappelle qu'il y a eu un congrès au Modem fin 2017. C'est vrai que j'ai pas pris la peine de vérifier pour le Modem, parce que je n'avais pas souvenir qu'il y a un congrès, donc j'ai pas été vérifié. Et sinon, combien d'adhérents au Parti Pirate? C'est une bonne question, car je sais qu'en plus nous avons quelqu'un du Parti Pirate ici même sur le chat, donc peut-être que cette personne peut nous répondre. Je ne l'annoncerai pas, mais en tout cas, cette personne est d'accord, elle peut nous donner le nombre d'adhérents au Parti Pirate. 187 code meurtre, ou c'est le nombre d'adhérents au Parti Pirate, Florie? Voilà, 187 code meurtre, c'est une référence à un film des années 90 qui s'appelle Demolition Man, et qui a plutôt bien vieilli d'ailleurs, avec Sylvester Stallone et Sandra Bullock. Donc oui, donc tu es conscient que ce n'est pas beaucoup, donc on peut parler de petit parti quand même, hein, pour le Parti Pirate. Mais on est transparent. Dans quel sens vous êtes transparent? Bon, c'était méchant, désolé. Merci Perceval de ne pas me laisser seul dans cette référence à un film des années 90 en parlant des trois coquillages. Voilà, je ne sais pas si les vingtenaires d'aujourd'hui connaissent Demolition Man, qui est rediffusé de temps en temps sur une chaîne comme Energy 12 ou W9, je ne sais pas. Voilà. Donc c'était le petit tour d'horizon des partis, enfin du nombre d'adhérents aux partis politiques. Donc attention, hein, c'est compliqué de comparer, hein, comme le dit Armitine, hein, le prix de cotisation n'est pas le même déjà, donc c'est quand même plus facile d'adhérer à un parti qui met une cotisation à 5 ou 15 euros qu'un parti qui va vous assommer avec par exemple une grille de cotisation où si vous gagnez tant, vous payez tant, si vous gagnez, si vous êtes étudiant c'est tant, mais si vous avez 3000... Merci Perceval pour le Pizza Hut, et anecdote sur ce film d'ailleurs, la version anglaise américaine parle de Taco Bell, qui à l'époque était inconnu en France, et donc ça a été doublé en Pizza Hut pour l'Europe, ou en tout cas au moins la France, puisque Taco Bell était inconnu hors des États-Unis, en tout cas dans le monde hors de la sphère américaine, disons, et donc ils avaient mis Pizza Hut au lieu de Taco Bell. Voilà, petite anecdote sur le film. Et oui, Taveman, les partis politiques font des tarifs étudiants, souvent chômeurs étudiants et faibles revenus, SMIC, où donc tu as une cotisation moins chère pour pouvoir adhérer. Tu as des partis qui font une adhésion moins chère la première fois, et quand tu quand tu réadhères, tu payes par contre plein pot, voilà, selon tes revenus, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est donc qui a été balayé par les trois partis que sont En Marche, La France Insoumise et chez LR, c'est plus cher pour les chômeurs. Très bonne blague. Moi, ça me fait rire. On en demandera à Cédric si ça le fait rire. Euh, et, euh, et donc, En Marche, La France Insoumise et Génération ont décidé d'en finir avec ce frein à l'adhésion, en fait, et de considérer que tous les gens en fait qui s'inscrivaient sur la plateforme étaient des adhérents, et qu'après, en fait, c'était toi qui décidais si oui ou non tu faisais des dons, et si oui ou non tu venais en fait participer aux actions du parti. Voilà, c'est disons que l'ancien modèle de tu adhères, tu contactes le secrétaire de ta section locale qui voit qui tu es, te rencontre, et seulement après un rendez-vous valide ou non ton adhésion. C'est un modèle qui est donc tombé en désuétude, et qui donc aujourd'hui n'existe plus, et les freins à l'adhésion, ça sera ça aujourd'hui c'est beaucoup plus facile en tout cas. Alors Camille nous dit que ce n'est pas sûr pour Génération et que ça va dépendre des statuts de juillet. Ah, il y a donc débat en ce moment à Génération pour savoir un peu comment va se passer l'adhésion. D'accord, bah je vois qu'il y a sûrement des vieux démons socialistes qui sont là, alors, parce que ce que je vous dis comme modèle de rencontre avec le secrétaire de section, c'est exactement le modèle du Parti Socialiste, en tout cas jusqu'à il y a peu en fait, et tant que
On ne pouvait pas adhérer en ligne, hein, c'est-à-dire jusqu'en 2007, 2006, et donc il fallait rencontrer le responsable de sa section locale, et c'était pas dit que vous ayez le droit d'adhérer, car parfois certains préféraient garder une petite section à 20 personnes qu'ils connaissaient par cœur, plutôt que de grossir et d'attirer des gens qui parfois, eh ben, on n'était pas sûr de ce qu'ils allaient voter au congrès, et ça pouvait être embêtant ça, de ne pas maîtriser tous les votes de sa section. Voilà, ça c'est les mauvais côtés du parti. Voilà, il y a des bons partis, il y a des bons côtés, hein, c'est-à-dire que le collectif, les rencontres, et les mauvais côtés, c'est-à-dire le contrôle des votes et des sections locales. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors, posez vos questions, là je vais en profiter pour boire un petit peu d'eau s'il vous plaît. Le problème c'est que Sylvain ne va pas pouvoir assurer un meublage de qualité, mais bon écoute, imaginez que Sylvain parle et me contredit sur quelque chose. Voilà, il va mettre un émoticône dans le chat. Alors mon cher RQQ, écoute Cédric, je ne sais pas s'il est bon, hein, je ne me permettrai pas de porter un jugement, mais en tout cas il pourra te parler d'internet parce qu'il se trouve que c'est sa passion et son métier. Donc je crois que niveau internet il aura de quoi te répondre et expliquer ce qui a été mis en place en campagne du côté des réseaux sociaux et d'internet en général. Donc tu pourras lui poser une question sur le militantisme sur internet justement. Et il y a tout un débat dans le chat là avec Camille qui nous explique en fait les désaccords qui existent actuellement chez Génération au sujet des statuts et donc visiblement de l'adhésion à Génération. Voilà. Est-ce que ce sera un mouvement parti type ouvert façon En Marche ou la France Insoumise, ou est-ce que ça va être plutôt un mix des deux, ou carrément finalement opter pour le modèle disons ancien de l'adhésion obligatoire payante? On verra bien ce qui sera retenu majoritairement par donc les 50 000 adhérents aujourd'hui de ce qu'on va appeler le mouvement Génération, la plateforme en fait. Alors, les Républicains, tu as le logo des Républicains de l'ELR avant de mettre la tête des trois là que... Donc les Républicains, j'ai décidé de faire un petit insert sur les Républicains, hein, et puis d'ailleurs je vois que leur tourne est comme ça. Oh, zut, oh là là. Bon, alors ceci, de ce côté-là, je ne me suis pas trompé. De ce côté-là, c'est le logo Les Républicains qui n'a pas le fond blanc et qui donc est illisible sur le fond. Mais c'est pas grave, tant pis, puisqu'on va mettre autre chose. Donc je vais vous en parler. Alors je suis allé voir ce qui se passait aujourd'hui chez Les Républicains. Et en fait, il se trouve que Laurent Wauquiez a chargé depuis le 16 mars 3 personnes. Pierre Bédier, tu peux mettre leur tête maintenant, hein, Sylvain. Pierre Bédier, donc, qui est président du conseil départemental des Yvelines, Olivier Marlex, Marlex, je ne sais plus, qui est député d'Eure-et-Loire, et Bernard Renès, député des Bouches-du-Rhône, et les a chargés tout simplement d'une mission d'audit des fédérations départementales, c'est-à-dire en fait l'échelon départemental du parti. Donc une mission d'audit de ces fédérations en Île-de-France, dans le nord et dans le sud de la France. Donc ça fait quand même un sacré territoire, parce que je ne sais pas quelle est la limite du nord et du sud, pour en fait éventuellement rédiger un rapport après des entretiens avec les responsables et militants de ces fédérations, un rapport synthétique pour identifier à la fin juin les bonnes pratiques mises en œuvre localement, et avec des recommandations à étendre ensuite à toutes les fédérations du parti pour en fait améliorer la gestion de ces fédérations et qui seraient mises en œuvre dans la continuité des élections internes, car en fait visiblement en octobre prochain le Parti Les Républicains va renouveler toutes ses instances internes, pas à la tête, hein, puisque c'était l'objet du dernier congrès, mais toutes les instances internes, c'est-à-dire l'échelon intermédiaire, c'est-à-dire vous avez les militants, vous avez les dirigeants au siège à Paris, et en fait entre les deux vous avez ce qu'on appelle les cadres intermédiaires, et donc qui sont les gens qui gèrent en fait la popote interne, la gestion de la fédération départementale, et donc ces gens-là seront renouvelés les 13 et 14 octobre prochains. Voilà, c'est vraiment ce qu'on peut appeler du papier-crayon en politique, hein, de la logistique, hein, du passement matériel, de l'intendance qui doit tout le temps suivre, et ça je crois que l'intendance qui suit c'est Napoléon qui disait, Sylvain, tu peux vérifier. Donc sans cette organisation de parti, enfin il n'y aurait pas
militant, pas de militantisme en tout cas, puisque il n'y a pas d'organisation, pas de candidat et pas de démocratie interne. Enfin, c'est ce que je pense. Et, euh, et donc c'est un boulot important, hyper chiant, rédhibitoire, mais néanmoins nécessaire, car un parti qui fonctionne mal, et ben ça donne un parti qui se casse la gueule parce que simplement c'est mal géré. L'histoire française, politique française est longue de ces partis disparus ou presque à cause d'une mauvaise gestion locale ou nationale. Parfois c'est dû à une trop longue concentration au niveau national, parfois à une trop grosse dilution du pouvoir au niveau local. Tout dépend des dynamiques. Mais ça existe. Alors je vois que Sylvain... hum, hum, hum. Ok, c'est pas grave, tu m'écoutais pas. Je parlais de l'intendance qui devait suivre et je voulais savoir si c'était Napoléon qui l'avait dit ou quelqu'un d'autre. C'est bien Napoléon. Merci Sylvain, merci. J'aurais pu vérifier avant en préparant l'émission, mais c'est plutôt drôle de demander à la régie et puis sinon il s'ennuie. Et sinon, alors avant d'accueillir Cédric, il se trouve que actuellement il existe un débat au sein de la formation Les Républicains. Donc il y aurait, hein, parce que je vais quand même employer le conditionnel, car en fait les médias, enfin la presse en général aime bien faire surjouer en fait les oppositions internes, ce qui parfois est un simple désaccord se transforme en guerre de tranchées, hein. Donc il y aurait actuellement en fait une concurrence à la tête des Républicains entre Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse. Mais avant de vous parler de ce qui séparerait ces deux personnes, je vais vous donner leur portrait rapidement. Et donc d'abord, qui est Laurent Wauquiez, hein, parce qu'on en parle, on a dit qu'il était allé à Erbil et à Mossoul aujourd'hui même, au Kurdistan irakien. Mais donc à part que c'est un quadra-génère sémillant et svelte, aux cheveux poivre et sel, est-il bien quadra encore, je ne sais plus, non, il n'a pas encore 50 ans. Il est actuellement président en fait du parti depuis décembre 2017, mais il l'était par intérim depuis août 2016, parce qu'en fait il est arrivé à la tête de les Républicains simplement parce qu'il était le numéro 2 dans l'ordre de succession quand Nicolas Sarkozy s'est déclaré candidat à la primaire Les Républicains, et que comme il était à la tête du parti, il ne pouvait pas être à la fois candidat à la primaire et dirigeant de la formation qui organisait la primaire. Donc fort logiquement, il avait laissé sa place à Laurent Wauquiez, qui donc a pris l'intérim et a été ensuite élu formellement président du parti Les Républicains en décembre dernier, donc fin 2017. Il est aussi, depuis décembre 2015, donc les dernières élections régionales, président de l'énorme région Rhône-Alpes-Auvergne depuis donc décembre 2015. Et alors oui, il a 43 ans. En politique française, on est encore très jeune à 43 ans. Il est né le 12 avril 1975. Donc même son anniversaire n'était pas si éloigné que ça. Et on peut même le citer encore un bon anniversaire Lolo pour tes 43 ans que tu portes très très bien, franchement. Franchement. Et donc, regarde, Nibal, il y a des mouvements démocrates qui survivent sans la gestion de tous ces fichiers. Je ne sais pas de quelle partie tu parles, Nibal. Tu parles d'un mouvement démocrate qui survit sans gestion de fichiers et qui est interview tous les 2 ans. Je ne sais pas de qui tu parles. Je ne sais pas. Non, vraiment, je ne vois pas. Je ne connais pas. Non, merci Sylvain. Alors, qu'est-ce qui séparerait en fait ces deux personnes que sont... Tu m'as pas mis la photo de Pécresse par contre, Sylvain? Et voilà, tu me fais des blagues sur le chat et tu ne mets pas le portrait de Valérie Pécresse. Mais ah oui, mais je t'en mets là. Attends, je n'ai pas présenté Valérie Pécresse, tout simplement. J'avais sauté son portrait. Voilà, donc là c'est une photo de Valérie Pécresse en 2012, hein. Aujourd'hui, elle est présidente de la région Île-de-France. Voilà, c'est son seul poste en fait. Donc ce sont deux poids lourds de les Républicains, hein, lui en tant que président bien sûr, et elle en tant que président d'une région de 12 millions d'habitants, excusez du peu. Et donc tous les deux porteraient en fait une vision différente du parti. Laurent Wauquiez serait en fait plus partisan d'aller chercher des électeurs tentés par le Front National,
enfin pardon, Rassemblement National, avec une fermeté identitaire sur l'Europe, des références catholiques et un refus clair de l'immigration, des propos très durs sur l'immigration. Tandis que Valérie Pécresse, elle, viserait plus le centre droit en fait. Une droite plus modérée et un électorat en fait déjà parti ou encore tenté par le vote En Marche. On peut voir des gens d'ailleurs comme Xavier Bertrand, qui est le président de la région des Hauts-de-France, qui a quitté les Républicains, enfin oui, qui a quitté les Républicains et qui aujourd'hui se dit indépendant. Et est lui aussi porteur d'une droite plus centriste que celle que porte aujourd'hui Laurent Wauquiez, avec d'ailleurs son conseiller Bruno Retailleau, qui est un élu des Pays de la Loire. Voilà, et alors donc Valérie Pécresse, pour ce faire, comme elle n'est pas dirigeante d'un parti, elle a fondé son propre mouvement, plus ou moins interne à Les Républicains, qui s'appelle Libre avec un point d'exclamation. Et j'ai oublié de montrer le logo, je ne l'ai pas pris, mais tant pis, c'est pas grave. Un mouvement qui s'appelle Libre. Et alors, elle est née en juillet 1967 et elle a 50 ans. Donc la photo date de 2012 là. Et donc, elle a 6 ans de plus maintenant. Mais c'est toujours Valérie Pécresse, je vous rassure, c'est la même personne. Voilà, et ben alors écoutez, je suis dans les temps, c'est parfait. Je vous demande, non pas un tonnerre d'applaudissements, mais des clap 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 dans le chat, puisqu'on va pouvoir accueillir Cédric, qui va pouvoir venir. Il va changer de pièce, ouvrir la porte, et donc on va pouvoir accueillir mon premier invité. C'est beaucoup d'émotions. Entre, je t'en prie. Ah oui, voilà, c'est ça. J'avais un doute là, mais Bruno Retailleau est bien président de la région Pays de la Loire et aussi président. Il est encore président de la région Pays de la Loire et en étant sénateur, t'es sûr? Il a dû lâcher l'un des deux, hein. Non, il a lâché la présidence de la région vu C'est qu'il est ça. sénateur. Ouais, c'est ça. Il est resté sénateur. Maintenant, c'est une femme, il me semble, qui est présidente de la région du Pays de la Loire et je ne sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle. Merci pour le logo libre. Ah, c'est bien. Il est très beau. Oh là, avec la cocarde dans le B, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, eh bien, écoutez, alors nous avons avec nous un militant de Les Républicains qui s'appelle Cédric Rivesso, c'est bien comme ça que ça se C'est comme prononce. ça qu'on prononce. Eh bien, d'abord, merci d'essuyer les plâtres, hein, puisque tu es le premier invité de Party Time en tant que militant d'un parti. Donc, vraiment, merci hein, d'avoir répondu, d'avoir accepté et d'être venu un jeudi après-midi. Ça me fait plaisir. Donc, comme tu es le premier invité, je vais rappeler le principe aussi bien pour toi que pour les spectateurs sur le chat. Et merci Fanny Dufos, tu vois, il participe, hein. Merci Fanny Dufos, elle s'appelle Christelle Morancet, elle est bien sûr de Les Républicains. Donc si tu veux regarder la caméra, c'est ici, tu as le chat ici ou ici pour voir les questions, et tu as le retour ici si tu veux te voir et arranger tes cheveux ou ton col, c'est comme Ouais, voilà. mes longs cheveux. Tes longs cheveux, oui. Oui, alors vous voyez peut-être mal, mais il a réglé le biseau, enfin le sabot sur 1 millimètre. Alors Cédric, peux-tu te décaler un peu sur ta gauche? Voilà, hop, tu es en champ, rapproche-toi de moi et moi je vais me décaler comme ça. Voilà, c'est bon là maintenant, c'est impeccable, il nous fait un pouce en haut, c'est parfait. Alors non, je sais pas, tu es timide Cédric? Ah, pas du tout. Eh ben voilà, ça tombe bien, hein, puisque nous avons Ouffu hein, qui s'inquiétait. Euh, Voilà, alors Perceval s'inquiète aussi parce que tu es à côté d'un extrémiste vert. Et est-ce que tu aurais la trouille? D'ailleurs, as-tu la trouille des verts? Est-ce que tu as peur des militants verts? Non, 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 j'ai pas peur des militants, au contraire, je pense que c'est bien qu'il y ait des militants de plusieurs partis et j'en ai vu quelques-uns pendant la campagne présidentielle, on continue et voilà. Très bien. Alors, je ne l'ai pas encore fait, parce que je fais des parenthèses dans tous les sens et que j'ai été interrompu par Sylvain, mais je vais réexpliquer le principe de l'émission. Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison d'Acropolis mi-juillet, j'inviterai chaque jeudi un militant d'un parti politique. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai plus qu'une date à caler. Je ne dirai pas quels sont les derniers invités, comme ça je garderai un peu de suspense. Et, et donc, c'est une demi-heure consacrée à la vie d'un militant. Et donc, surtout, je vous posais vos questions. Peut-être pas à savoir s'ils ont un chien ou une plante verte, mais en tout cas sur la vie militante. Et donc, cher public, c'est surtout tes questions. Mais alors moi, je vais quand même poser la première. Je vais m'octroyer ce privilège. Quel âge as-tu et à quel âge as-tu commencé à militer? J'ai 24 ans et j'ai commencé à militer il y a à peu près 10 ans, on va dire. Petit à petit, je me suis de plus en plus engagé et voilà. Mais sinon, j'ai commencé, ouais,
J'étais au collège, je crois. Au collège? Ah oui, Petit à petit, d'abord dans les conseils de jeunes et ensuite ça amène à la politique et voilà. d'accord. Eh ben, alors j'ai pas mal de questions là sur le fait que à droite sur Internet ça doit être difficile. Est-ce que ça l'est? Moi C'est c'est pas pas plus mon avis. difficile qu'un autre parti. On a des gens qui nous soutiennent, d'autres qui nous soutiennent pas. C'est à nous d'argumenter, de leur faire comprendre pourquoi on est, on est à droite, pourquoi on milite pour ces valeurs et c'est le travail de tout militant, je pense. D'accord. Et alors oui, Perceval, tu t'es pas présenté, mais Perceval, je veux savoir, est-ce que tu peux nous donner des détails sur ce que tu fais dans la vie en fait? Es-tu étudiant? As-tu un travail? Qu'est-ce que tu fais? Je viens de finir mes études l'année dernière. Là, je suis chargé de communication. Et du coup, ça me laisse assez de temps pour pouvoir militer en dehors et continuer à faire ce que je veux tout en ayant une vie sociale aussi, parce que c'est souvent, parfois le militantisme peut prendre beaucoup de temps. Et non, bah, voilà, je suis chargé de com. D'accord. Alors que je dis prendre du temps, c'est-à-dire? Bah, ça dépend de l'engagement de chacun. Si on a envie voilà, on est pris dans des réunions, dans des tractages, dans des collages, enfin des actions militantes assez basiques, mais voilà, qui prennent du temps le dimanche matin ou le samedi matin quand il faut aller tracter à 8 heures. Voilà, il y a toujours, on pense toujours à la soirée qu'on a fait avant pour y aller un peu mollo et pouvoir être là. D'accord. Alors Fanny Dufaux demande si en fait tu as eu un militantisme parental ou si tu décidais avec Pas du tout. d'autres actions Pas en du fait. tout. Mes parents sont absolument pas militants. Ma mère n'a pas voté pendant très longtemps. Maintenant, elle le fait. Mais non, non, mes parents Tu as sont pas réussi à du lui tout faire la militants. faire voter pour les Républicains ou elle Ah bah vote ouais, autre chose? ouais. Ah, c'est bien. Non, c'est pas toujours le cas, tu sais. Ouais, ouais, non, c'est vrai. Non, mais je, mes parents sont pas militants. Je suis vraiment rentré dans les conseils de jeunes à Paris. Et en fait, c'est ça petit à petit voilà, en découvrant les élus, le système un peu décisionnel politique que ça m'a intéressé et que j'ai voulu militer. D'accord. Tu peux rappeler ce que sont les conseils de jeunes en fait? Alors c'est les instances de démocratie participative où tout le monde peut candidater pour être dedans. Et à l'époque, ça a un peu changé maintenant, mais avant, on pouvait voilà, créer des événements, des projets citoyens sur notre arrondissement, parce que je viens de Paris. Et il y avait ensuite le Conseil parisien de la jeunesse qui, lui, s'occupait de tout Paris. C'était un espèce de mini conseil de Paris jeune. Alors, conseil de Paris, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, ça nous permettait de créer des projets, d'avoir des liaisons avec d'autres conseils jeunes hors, enfin, dans d'autres villes de France et même ailleurs dans le monde. Et ça, petit à petit, quand on rencontre les élus, qu'on voit comment ça se passe, et ben voilà. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui étaient là-dedans, qui se sont engagés politiquement dans tout parti, et je trouve que c'était plutôt pas mal. C'est quelque chose qui marchait bien. Ça continue encore aujourd'hui dans les régions, voilà, partout. Effectivement, ouais, là, plein de villes et même de conseils régionaux enfin, font des conseils de jeunes avec Mm. plus ou moins de pouvoir et d'importance d'ailleurs. Des fois, c'est juste pour faire une réunion par an. D'autres, il y a un avis consultatif. D'autres, carrément, ils ont un petit budget pour Ouais, chacun mettre en fait place des choses. Ouais. sa petite tambouille, mais Ouais, il y a des villes qui leur font faire un petit projet. Alors, ça peut être un nouveau jardin, une nouvelle piste cyclable aussi. On estime que des trucs, c'est pour les petits, quoi. Voilà. Mais bon, ça dépend, effectivement. D'accord. Et donc, à Paris, ça mène parfois donc à la politique. ouais, 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 bah, pour beaucoup d'ailleurs, ça les amène à la politique. D'accord. Donc, ça, c'est comme ça. Enfin, c'est ton parcours, en tout cas. Oui, c'est comme ça qu'en fait, après, je suis rentré là-dedans. J'ai commencé par adhérer à l'UMP, à militer dans mon arrondissement, dans mon quartier, et puis petit à petit, on se fait, on se fait alpaguer pour aller dans d'autres réunions un peu plus loin, et puis c'est ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve à faire ça. D'accord. Alors, une question de Azur... non, oui, c'est ça, Azuric. Alors, qu'est-ce que tu fais en fait quand tu milites? Qu'est-ce que ça veut dire militer? Il y a plein de sortes de choses. Notre principal travail, on va dire, c'est d'aller à la rencontre des gens pour les convaincre et essayer de leur expliquer nos idées, répondre aux questions
à ce qui est dit qui n'est pas forcément vrai. Donc c'est un travail de tous les jours. On peut aussi bien militer sur les réseaux sociaux parce que ça prend une importance de plus en plus grande que sur le terrain. Mhm. Voilà, je pense que les deux, ces deux, sur le volet numérique et sur le volet enfin, voilà, militantisme dans la rue et tout, les deux ont leur importance et c'est en liant les deux qu'on arrive à faire de grandes choses ou en tout cas de gagner les élections et autres. Alors, j'ai une question. Ah, très bien. Alors, alors, je prends cet Xassas qui est arrivé à la fin, mais très bien. Est-ce que les militants des Républicains, est-ce que vous êtes consultés pour donner votre avis, ou en tout cas décider du programme des élections locales ou nationales, ou est-ce que vous êtes limité aux actions de terrain? Non, non, ça s'est fait pendant la présidentielle, pendant les primaires. D'ailleurs, chaque candidat avait plus ou moins consulté les militants de droite. Aujourd'hui, on continue à le faire. Donc, vu qu'il faut consulter tout le monde, ça se fait par mail, donc des retours de mail, des questionnaires et tout, ou par réunion publique, ou c'est remonté un peu à Paris, forcément, à la tête du parti pour constituer pour faire un projet crédible et qui soit à l'image de chacun. Alors après, c'est toujours compliqué parce que quand on fait des réunions comme ça et que les gens remontent des propositions dans des réunions militantes, le risque c'est de s'enfermer dans un petit cercle et d'avoir que les avis des militants et pas les avis de l'intégralité des gens. Donc c'est à prendre, voilà, il y a des mesures bonnes à prendre, d'autres moins bonnes. C'est voilà, c'est un peu compliqué parfois. Ah, pardon, excuse-moi, je cherche à reprendre une question de Perceval qui te demande s'il avait une sorte de chômage technique des militants entre deux élections. Je pourrais répondre aussi, mais je vais laisser répondre. Non, non, il n'y a pas de chômage technique. Il y a des temps de relâche, on va dire. Je pense que, en tout cas pour la droite, l'année dernière, ça a été un peu compliqué. Du coup, on a quelques militants voilà, qui se sont dit, bon, on va se calmer, on va lever le pied. Mais les gens qui adhèrent depuis des années, qui ont envie de se battre pour leurs idées, restent là et reviennent. C'est important qu'on ait un turnover aussi de militants, parce que sinon, c'est toujours les mêmes. Il y a un moment, on s'épuise. Mais non, non, il n'y a pas de chômage technique pour défendre ses idées, on va dire. Il y a effectivement moins d'action de terrain hors campagne électorale, ça c'est sûr, mais Oui, ça veut pas dire que la vie du parti s'arrête tout voilà, entièrement. mais c'est sûr. Mais après, on termine l'élection, il y en a une autre qui arrive après, donc c'est à préparer. C'est reformer les équipes, voir ce qui va pas, faire le bilan de ce qu'on vient de passer. Et mine de rien, ça reste du travail parce que enfin, voilà, les militants sont quand même mobilisés, parce que ça demande de se déplacer, de faire, de voir un peu ce qui va, ce qui ne va pas. Très bien. Bonjour Hans Spinner, bienvenue à toi. Alors Ajax Ticon nous demande, oui, Stéphane Tiki, as-tu de nouvelles de Stéphane Tiki? Parce que le chat s'intéresse au cas de Stéphane Tiki, qui est une histoire qui avait eu un certain retentissement. Ouais. Oui, oui, j'ai des nouvelles de Stéphane Tiki qui va très bien, qui va très très bien. Alors oui, Stéphane Tiki, si vous ne savez pas, c'était un adhérent des Républicains, enfin l'UMP à l'époque, mais jeune UMP même, qui s'était retrouvé sans papier en fait, qui était pas français, et qui en fait finalement s'est retrouvé en situation irrégulière. Comme quoi ça peut tomber sur n'importe qui, et bon, bah finalement il avait dû démissionner de ses fonctions internes, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Ouais, non, toutes c'est ses ça. fonctions au sein de l'UMP à l'époque, et des jeunes UMP, jeunes populaires. Et enfin ça c'est ce que j'ai ressenti, je trouve qu'il avait été assez vite lâché par pas mal de responsables politiques qui en tout cas s'étaient vite désolidarisés de lui. Et enfin, je trouve ça pas facile à vivre humainement, je pense, pour Non, lui. non, bah oui, il y a son histoire, et voilà, il y a la personne, moi, que je connais très bien, qui est quelqu'un de très sympa, très engagé, enfin, voilà, qui est vraiment, qui se bat depuis des années pour ce parti et tout. Donc, voilà, son histoire a été dure à vivre pour lui à un certain moment, même pour nous les militants, hein, ce Mm. qu'on connaît très bien. Et donc voilà. D'accord.
Très bien. Alors j'ai des questions qui sont un peu similaires là, vous m'en voudrez pas si je vous nomme pas à chaque fois, mais le fait que l'UMP, non, les Républicains, pardon, c'est comme le FN, ça prend un peu de temps les Ouais. changements de nom là. Les Républicains, donc c'est un gros parti avec une assiette idéologique assez large. Et comment en tant que militant on y trouve sa place vu que l'idéologie est floue finalement, ou alors donc comment tu trouves ta place et surtout est-ce que bah enfin il y a un logo libre là au-dessus de notre tête sur l'écran, euh, comment ça se passe si enfin, les gens font des mouvements internes, est-ce que c'est des courants, enfin est-ce que tu peux nous en dire un peu Ça a plus? toujours été, en tout cas l'UMP, les Républicains, il y a toujours eu des partis, plusieurs courants. Je pense pas que ce soit un problème. Ça permet à tout le monde justement de se retrouver dans ce parti, qui est quand même l'idée, c'est quand même de rassembler largement à droite. Après, il y aura forcément quelques petites embrouilles, mais comment dire, voilà, les gens veulent défendre leurs idées plus que d'autres. Je pense pas que ce soit un problème. Au contraire, ça permet. On a des réunions qui sont très animées parfois. J'imagine. Euh, donc, euh, donc voilà. Je pense que le fait qu'il y ait plusieurs courants, partis au sein des Républicains, c'est plutôt une chance plutôt qu'un. Voilà, on a vu je sais pas, par exemple chez OFN, typiquement, quand il y a une ligne qui est donnée, ça donne un bazar monstrueux où les gens quittent le parti et autres. Chez les Républicains, certains sont partis, la plupart sont restés. Valérie Pécresse est restée, Bruno Retailleau est resté, Alain Juppé est resté aussi aux Républicains. Donc, euh, donc ça prouve quand même qu'on arrive à se rassembler quand c'est important. Donc la structure tient. Alors, est-ce que pourquoi dans ce cas-là certains fondent leur mouvement plus ou moins personnel, tel que Libre de Valérie Pécresse Bah, Libre, Valérie Pécresse l'a fait pour que les gens qui seraient intéressés par En Marche ou d'autres partis, enfin quitter les Républicains, ne quittent pas ce parti parce que c'est un gros parti, voilà, c'est le parti de droite. On va dire c'est la maison commune qu'on connaît depuis des années, qui tient la route. On voit que le PS est quand même beaucoup plus en difficulté. Chez les Républicains, on a un vrai socle idéologique. Il y a certaines différences. Et je pense que ces micro-partis, il y a Force républicaine, il y a Libre, il y a Égolistes sociaux, enfin voilà, il y a plein de choses, permettent à chacun de se retrouver dans ce parti et enfin, d'influencer, on va dire, la ligne et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. D'accord. Alors Zamban parlait des idées. En fait, est-ce que, enfin, là, il y a quelqu'un, Gnou, qui nous demande c'est quoi être de droite. Et donc, est-ce que, enfin, rapidement, hein, je veux dire, nous sommes pas au Collège de France et où toi, tu te situerais en fait dans justement dans cette grande famille de les Républicains. Est-ce que tu es plutôt gaulliste social? Est-ce que tu es libéral, conservateur? Voilà. Moi, actuellement, enfin, voilà, il y a un côté libéral que j'apprécie à droite, qui est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, enfin, je trouve qu'il y a trop de règles, trop de choses qui bloquent l'économie. Et il y a un côté, je vais dire, conservateur que j'aime bien, mais qui fait que j'adhère à ce parti plus qu'à un autre. Aujourd'hui, chez Libre et chez les Républicains, je m'y retrouve totalement, parce que c'est justement cette droite modérée mais moderne qui arrive à, à parler aussi bien économie que des déserts médicaux, que du régalien et autres. Et je pense qu'aujourd'hui, la droite s'est peut-être un peu détachée de notre base électorale historique, enfin des campagnes et autres. C'est ce qu'on a perdu parce on s'est peut-être un peu trop libéralisé, on a peut-être parlé un peu trop d'économie. Ça a toute son importance, mais si on ramenait cette économie au quotidien des Français, peut-être qu'on y arriverait mieux. D'accord. Alors j'ai d'autres questions. C'est bien, merci de participer, hein, c'est super. Alors, Fanny Dufaux se demande si, enfin, tu nous as parlé de réunions animées, mais est-ce que c'est toujours raccord avec les luttes de chefs en fait? Est-ce qu'on se retrouve avec les provoqués et les pro-Pécresse dans une réunion? Non, 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 enfin, il y a des militants et des préférences pour certains cadres du parti, mais c'est pas une guerre des chefs, voilà, c'est pas une basse-cour où tout le monde est en train
est en train de se battre en permanence. Voilà, c'est un débat d'idées et ces idées sont parfois représentées par des personnalités. Donc voilà, on en est. D'ailleurs, comment se passe une réunion locale chez les Républicains? Très, C'est quoi le très schéma type? simplement, il y a, enfin tu veux dire dans la salle ou Bah, je veux dire, vous dites section, comment vous dites déjà au on dit niveau des local? fédérations. C'est des Ouais, fédérations? on est. Donc une fédération de Paris, réunion entre militants, la réunion hebdomadaire ou mensuelle, je sais pas, comment ça se passe? Bah, Qui ça, vient? Pardon, qui vient? Qu'est-ce que vous dites? bah, c'est souvent des réunions thématiques, thématiques sur Paris. Paris, on va parler plus d'Hidalgo forcément et de la conquête de Paris. Donc c'est des sujets régulièrement en fait. On a un politique, un élu local qui vient, parfois des cadres nationaux du parti, avec un expert ou en tout cas quelqu'un qui s'y connaît sur le sujet qu'on aborde. Histoire que voilà, il y ait le côté politique, le côté théorique. Et l'idée, c'est vraiment que dans ces réunions, on- voilà, on abreuve en tout cas les militants pour qu'on leur dise voilà voilà la situation, voilà ce qui pourrait être fait, voilà pourquoi on ne peut pas tout faire parce que politiquement c'est pas possible. Et ça permet à chacun voilà, de se créer son avis. Ça nous est déjà arrivé, et justement parce qu'il y a des sensibilités différentes dans le parti, qu'il y en a qui ne soient pas du tout d'accord. Et à ce moment-là, on a l'expert, enfin la personne qui s'y connaît sur le thème, qui est capable voilà, de dire ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. D'accord, merci. Salut Ecladus. Alors Perceval nous demande en fait le thème de la dernière réunion à laquelle tu as participé. Bah alors c'était sur, c'était sur Sur Hidalgo. Hidalgo. Mais Hidalgo, c'est pas un sujet, la circulation, la Si, à propreté, Paris, non? bah justement, c'était la propreté à Paris, et il y a beaucoup de choses à dire. C'était une réunion, voilà, très, comment dire, très animée, mais pas en interne contre des pseudo-guerres des chefs, mais vraiment, voilà, pour se dire, il faut que la droite cette fois-ci on Au moins, récupère cette ville. au moins ça faisait bloc Ah contre oui, quelque ah chose. oui. Non, mais en général, le local, tout le monde est d'accord hein, sur le local. Alors, je ne sais plus qui a posé la question, mais quel, tu penses quels seraient les partis en fait, compatibles avec LR en fait, aujourd'hui dans le cas d'une éventuelle alliance? Imaginons un gouvernement à l'espagnol, tu vois. Enfin, Bah, aujourd'hui, voilà, ce serait pas possible qu'on ait une espèce de cohabitation et tout. Je pense qu'aujourd'hui, la droite et les Républicains, il nous faut du temps forcément, mais reste un parti assez important et je pense, hein, si on arrive à bien retrouver notre ligne, à redevenir crédible aux yeux des gens, je pense pas qu'on ait forcément besoin d'alliance. Ça a été un parti, un énorme parti de gouvernement qui a su diriger le pays. On peut le redevenir. On peut le redevenir. Alors certes, il y a des, des nouveaux partis qui entrent en jeu, des nouvelles façons de faire de la politique. À nous de nous adapter comme on s'est adapté avant. d'accord, finalement, c'est le rêve de toute la droite au sein de l'UMP, la constitution de l'UMP en Oui, mais 2007, moi, je pense qu'il faut qu'on 2002, revienne pardon. au fondement de l'UMP en rassemblant les partis de droite, en se mettant d'accord sur une ligne commune. Ça n'empêche pas d'avoir des avis divergents. On veut pas être un en marche géant là où tout le monde est d'accord parce qu'il est obligé d'être d'accord. Alors, je remonte vos questions, cher chat. Parce que oui, alors Ophuin se demandait s'inquiète de savoir s'il faut absolument coller pour être militant. Non, non, non. Voilà, on a plusieurs militants. On a des gens moi j'ai des jeunes qui viennent me voir qui me disent j'ai envie de bosser sur tel ou tel thème au sein du parti, envie de faire des notes, envie de réfléchir avec des groupes de travail. Dans ce cas-là, on les oriente vers des groupes de travail. Il y en a qui me disent je viens d'arriver dans cette fac et tout, j'ai quelques potes et tout, on aimerait militer. Et ben on milite, dans ce cas-là, on tracte, on colle et tout. Chacun peut trouver sa place dans un parti politique. Oh, Rockspring a une question pour savoir si tu as été attiré en politique par des œuvres culturelles ou littéraires, des films, des livres.
qui m'ont amené qui à... t'auraient donné envie de militer? Non, pas forcément. Non, alors après, j'en ai regardé, oui. Enfin, Vas-y, qu'est-ce que tu regardes? Enfin, je me suis engagé avant, mais bon, après, c'est vrai que j'aime bien les séries politiques et ouais, les trucs un peu. Alors, parfois, c'est un peu, ça part un peu en vrille, mais House of Cards, j'ai regardé, Baron Noir, j'ai regardé. Voilà, c'est assez marrant parce qu'en fait, alors, House of Cards, c'est un peu plus éloigné, mais Baron Noir, on a vraiment l'impression, alors certes c'est au PS, mais on a un peu la même structuration, et c'est assez drôle de voir ça en série et de se dire que les petits coups qui se passent dans ces séries, bah finalement on les vit aussi, donc Oui. Bon, on pousse personne dans les escaliers, hein, par contre, je tiens à le préciser, hein. No spoil, mais bon, hein, c'est pas dans Baron Noir en tout cas. Je vous conseille Boss aussi, c'est pas mal, c'est le maire de Chicago. ouais. Bien fichu. Bon, 2 saisons inégales, mais il y a des choses, il y a des choses. Et The Wire, bien sûr, notamment la saison sur Carcetti, maire de Baltimore. Super, voilà, ça, pour le coup, si tu l'as pas vu d'ailleurs, Non, je l'ai pas tu vu. peux sauter les saisons, tu prends la saison qui se concentre sur Garcetti, qui doit être la troisième ou la quatrième, et ça te J'essaierai. peint un paysage politique américain local pas, bon, pas super par ailleurs. Alors, oulala, Perceval est allé voir ton compte Twitter, et alors tu trouves que... Ah, écoute, hein, que tu indiques que la droite ne parlerait pas assez d'Europe, d'écologie et de formation professionnelle. Bon, c'est très précis. As-tu une vision de l'Europe que tu défends? Je pense qu'aujourd'hui, la droite, on s'est un peu enfermé dans un schéma très très eurosceptique. On a deux volets de la base un peu des Républicains. C'est qu'on a une partie qui est pas forcément fan de l'Europe et une autre qui est plus jeune et qui est peut-être plus urbaine, qui a envie d'une Europe un peu plus ouverte, sans que ça soit non plus comment dire, pas le bazar, mais voilà, que ce soit une Europe un peu où il n'y ait pas de règles ni rien. Je pense qu'aujourd'hui, nous à droite, on doit revenir sur des choses assez fondamentales. On doit pouvoir contrôler l'immigration, pouvoir contrôler euh, tout ce qui est le travail et ces choses-là, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout abordé. Et, euh, et c'est il faut qu'on soit pragmatique et qu'on reparle de choses, voilà, qu'on touche à l'Europe comme elle est aujourd'hui. On peut pas dire qu'on va refaire, on va refonder toute l'Europe en refaisant des traités à tout bout de champ. Bon, il y en a qui le disent. Moi, je trouve pas ça crédible du tout. C'est à nous d'envoyer au Parlement européen des députés, voilà, qui sont intéressés par l'Europe et que ce soit pas je sais pas, un mouroir politique là. Donc voilà. Et ça, je reconnais. Au sein des Républicains, on ne sait pas, on sait pas le faire. On verra ce qui se passe pour les prochaines élections. Mais moi, ce que j'aimerais en tout cas, c'est qu'on envoie des personnes qui soient, voilà, des personnes renouvelées, qui aiment l'Europe, hein, qui aiment l'idée européenne pour pouvoir changer certaines choses à l'intérieur. D'accord. Alors, Auxerces, je te rassure, nous ne confondons pas le continent européen avec l'Union européenne, mais par abus de langage, Ouais. il nous arrive de dire l'Europe pour l'Union européenne, car comme on dit la France, c'est au lieu de la République française, hein, ou des fois on dit les Américains, et on sait bien qu'on parle aussi des habitants des États-Unis et pas de tout le continent américain. Voilà, rassure-toi, on sait bien qu'en Europe, il y a des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, hein, l'Ukraine, la Biélorussie, la Suisse, le Liechtenstein, et puis des pays des Balkans aussi. Donc non, non, on ne confond pas. Alors, j'avais 2 questions là. Alors, une qui va être rapide d'y répondre. Est-ce que c'est pas dur de distribuer des tracts face à un public hostile? Ça revient souvent, enfin, quand j'ai parlé qu'on allait avoir des invités, tout ça, enfin, le fait Oui, de... Notre intégrité physique apparemment est importante. oui, non, mais ça, c'est quand il y a il y a forcément parfois des petites embrouilles qui commencent. Dans ces cas-là, en général, les militants, ça sert à rien de parler avec quelqu'un qui ne veut pas écouter. C'est aussi simple que ça. Ça sert à rien d'aller au combat, à l'affrontement, voilà. Si on arrive à parler calmement, on parle. Si ça commence un peu à chauffer, ça sert à rien. C'est pareil quand il y a des personnes qui viennent nous parler sur les marchés et qui nous disent
voilà, qui ont leurs idées, qui ne changeront pas leurs idées et tout. Bon, voilà, ça sert à rien de perdre son temps. Vaut mieux aller voir d'autres personnes qui peuvent être intéressées, qui ont des questions auxquelles on peut répondre. Et voilà, c'est plus simple que de... Ok. Alors, encore deux questions parce que l'heure tourne, il est déjà 4h moins 5. Alors, il y a Nibal qui voulait savoir si vos réunions étaient accessibles. Et quand je parle d'accessibilité, c'est pas une accessibilité. Enfin, c'est l'accessibilité physique en fait. Est-ce qu'elles sont ouvertes au plus grand nombre, notamment donc, les gens qu'on appelle en jargon les PMR, les personnes à mobilité réduite? Mais oui, oui, alors on essaye tant bien que mal de faire que les réunions soient le plus accessible possible quand on a des meetings régionaux ou je sais pas, des trucs, voilà, où on réserve des salles un peu plus grandes, on fait en sorte que ça soit tout accessible. Mhm. Après, quand il y a des cafés politiques ou des réunions voilà, dans au niveau local, on peut pas, on fait au mieux, mais c'est vrai que je peux pas dire que toutes les réunions sont accessibles parce que ça serait faux. En tout cas, ce qui est le plus important, et si on a par exemple des demandes de personnes, ce qui nous est déjà arrivé, euh, qui disent que voilà, ils sont en fauteuil par exemple et qu'ils veulent accéder au truc, on fait en sorte de trouver une salle accessible. Ok. Eh ben écoute, je vais prendre une dernière question là, puisque après il va être l'heure de rendre l'antenne. Bon, en fait, ça va être la. Non, je vais prendre les deux dernières questions de Fanny et je vais les mettre en une question. T'es-tu déjà abstenu d'une élection et penses-tu un jour être candidat? Non, je me suis jamais abstenu à une élection. Euh, Parce que je pense que enfin, voilà, l'abstention aujourd'hui ne sert pas à grand-chose, voire à rien. Et je pense même si on n'est pas, si on soutient pas, si notre parti n'est plus en course, on a quand même un idéal, ou en tout cas on sait ce qu'on ne veut pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre son courage à deux mains, on va dire, et voter même si c'est pas nos idées, et éviter le pire, on va dire. Et la deuxième question. C'était te vois-tu un jour candidat à une élection? Ah bah ça on verra bien. C'est pas, je, pourquoi pas. Je vois on verra. D'accord. On verra, c'est compliqué. Ok, non mais tu as 24 ans, Voilà. tout peut arriver encore. Très bien. Eh ben, Cédric, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci d'être venu pour ce premier invité à Party Time. Ah, merci à toi et merci à tout le monde là Voilà, pour toutes ces questions. tu as des cœurs et des merci Cédric. Merci à vous. Toujours trop court d'estical. Ouais, mais bon, c'est fatigant après, hein. Mais faites des dons, abonnez-vous et peut-être qu'on fera plus d'émissions aussi. Hein, c'est dit. Alors, je dois vous rappeler, je pense que ce soir, il y a un libre antenne, hein, c'est ça, à 21h avec Jean, bien sûr, avec Jean Massier, le grand et l'unique. Voilà, tu remercies pour ta participation de la part de Perceval. Donc ce soir, Jean à 21h pour la libre antenne, ici même, enfin ce sera chez lui, mais sur Acropolis. Et en ce qui me concerne, la semaine prochaine, même jour, même heure. Encore merci Cédric, au revoir et salut à tout le monde, salut la régie, ils vous font des bisous. Ciao!